Vous avez été élu maire de Moutier en 2014, puis conseiller régional au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes dès 2016 et depuis le 5 septembre 2024, président de cette même région en succédant à Laurent Wauquiez. Je crois qu'aujourd'hui, vous incarnez une nouvelle phase de l'action régionale que l'on devine à la fois dans la continuité, mais également avec votre empreinte, votre marque de fabrique, celle d'un élu de terrain de Savoie. Vous êtes reconnu pour votre connaissance fine des enjeux ruraux, des enjeux montagnards, votre engagement en faveur de la transition écologique, et puis également votre implication dans le dossier de candidature des Alpes françaises à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2030, ainsi que votre attachement à la compétitivité économique et à la cohésion territoriale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de votre invitation. À l'échelle de notre région, notre grande région, on voit évidemment beaucoup de diversité. Pour moi qui suis un élu de Savoie, comme vous l'avez fort justement rappelé, je vois une dynamique qui n'est évidemment pas du tout, mais pas du tout, étant élu en Tarentaise, ce que je peux voir ailleurs. Quel que soit le département dans lequel je me déplace de notre région, je ne retrouve jamais ce qui existe là. Et je trouve un véritable intérêt à votre approche interdépartementale et de surcroît régionale pour que chacun de vos confrères puisse à un moment donné se rendre compte dans quelle bulle il évolue. C'est très important parce que à ne regarder que juste devant soi, on finit par avoir une vision qui est très tronquée du monde qui nous entoure. C'est très dangereux. Et donc, je crois que cet outil est utile. Et je vous dis mon intérêt à pouvoir disposer de manière régulière, si cela est possible, de ces éléments pour qu'on puisse aussi nourrir la manière avec laquelle nous nous exprimons. Parce qu'on a vite fait de dire des bêtises si on ne s'en tient qu'aux derniers éléments qui seraient portés à notre connaissance. Et cette vision plus large est évidemment nécessaire. Quelques mots pour vous parler de notre région au sens du territoire, au sens de la collectivité territoriale, le conseil régional. À quel moment on peut considérer que notre collectivité a de l'intérêt sur les missions qui sont les vôtres? En quoi la question du territoire est un sujet essentiel et pour moi récurrent au quotidien de la manière avec laquelle nous conduisons nos politiques? Et à quel moment, finalement, on peut se dire que nous avons un intérêt à pédaler ensemble pour servir la dynamique d'ensemble de ce grand territoire, de cette grande région. D'abord, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est évidemment une singularité à l'échelle nationale, pour des tas de raisons. Les paysages, la diversité, naturellement, sa taille, bien sûr. Notre région, j'avais pour habitude de dire 8 millions d'habitants, on est bientôt plus proche des 9 millions que des 8 millions. Donc, considérons que c'est près de 9 millions d'habitants. C'est évidemment un très grand territoire, quand bien même nous ne sommes pas le plus grand territoire de France. Mais il faut, lorsque nous voulons comparer cette région à d'autres territoires, considérer que nous sommes à l'égal de l'Autriche ou du Portugal, ce qui donne une bonne échelle de la réalité de notre territoire. Une région qui est particulièrement dynamique, à la fois en termes de sa croissance économique, bien sûr, première région industrielle de France, et la région qui accueille sur son territoire la majorité, plus de la moitié en 2023, des projets de relocalisation industrielle du pays. Plus de la moitié sur ce seul territoire ici d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a la chance d'avoir une grande diversité de nos activités aussi, et vous le traduisez ici, à la fois sur des questions économiques ordinaires et historiques, des grands savoir-faire très importants, et là aussi en diversité depuis l'industrie du luxe jusqu'à l'industrie plus lourde que nous avons et que nous conservons, une agriculture qui est reconnue très largement, et d'ailleurs nous sommes la première région des produits sous signe de qualité, avec pas moins de 198 produits sous signe de qualité issus de notre agriculture, avec une très grande place sur la viticulture, n'en déplaise aux Bourguignons ou aux Bordelais, parce que c'est en réalité quand même chez nous que les choses se font, des céréales également plutôt sur la partie ouest de notre région, une très grande région d'élevage, et je pourrais multiplier à l'envi, puisque ce ne sont pas moins de 20 plans de filières qui sont hébergés par notre collectivité régionale, qui peut s'enorgueillir aussi d'avoir le premier budget agricole de France à 130 millions d'euros, ce qui, là aussi, nous distingue de la manière avec laquelle les autres régions peuvent nous regarder. Et j'évoque bien sûr le tourisme,
auquel il faut associer le thermalisme, parce que nous sommes la région qui peut parler des montagnes, des volcans, des lacs, mais aussi des villes, parce que dès lors qu'il n'y a pas de volonté dogmatique d'empêcher la consommation, nous avons des villes dans lesquelles nous avons la capacité de développer de grandes activités au regard du patrimoine que nous hébergeons, au regard des nombreux festivals qui sont organisés et de toute la dynamique de la découverte du territoire où, quand les étrangers qui viennent de loin souhaitent visiter la France, ils veulent voir Paris, ils veulent voir Chamonix, ils veulent voir le Beaujolais. Et je crois qu'on a là ici bien des arguments qui leur permettent, au-delà de Paris, de leur répondre. On a pour habitude de dire que nous avons sur le plan du tourisme tout, sauf la mer, et sauf à considérer que la plage serait évidemment très longue. Notre région, elle s'inscrit avec, comme le reste du pays, une organisation territoriale, de ce que certains dénoncent du millefeuille, mais qui en réalité, lorsque nous le regardons avec un peu d'intérêt, est fait de manière assez bien organisée, pour peu que nous souhaitions au quotidien animer chacune des strates pour que le collectif soit au final le vainqueur de cette organisation. La commune, bien sûr, premier échelon de proximité. On a l'habitude de dire que les maires sont à portée d'engueulade, Véronique, c'est une réalité, mais c'est essentiel. Parce que derrière cette dimension de la commune, il y a l'identité du territoire de premier ressort, celui sur lequel on habite, celui sur lequel les enfants vont à l'école, celui sur lequel on pratique un certain nombre d'activités. Indissociable aujourd'hui, et avec une montée en puissance depuis 1995 à peu près, du phénomène intercommunal. Les établissements publics, les métropoles, etc., qui aujourd'hui concernent toutes les collectivités du territoire, avec cette volonté de pouvoir organiser à une échelle de la coopération intercommunale un certain nombre de sujets qui doivent dépasser les territoires qui supportent seuls des charges de centralité, et que ces charges de centralité puissent être réparties sur l'ensemble du bassin de vie, autre élément attaché au territoire, celui sur lequel on profite de l'ensemble des activités. Je ne reviens pas ici sur les départements, dont vous savez combien ils ont été la cible ces dernières années, à tort, je considère. Aujourd'hui, les départements rencontrent la difficulté de ne plus disposer de levier fiscal et donc d'être dépendants des recettes qui viennent vers eux, quand dans le même temps, ils ont une dépense qui est très dynamique puisqu'ils supportent la charge sociale. On sait combien elle est en croissance dans notre pays. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas la dynamique de vos recettes, mais que vous supportez la dynamique de vos dépenses, vous imaginez que ce qui reste sur les sections d'investissement est évidemment beaucoup plus exsangue. Mais vous avez une relation particulière avec les départements, par le truchement des DMTO, qui reste un sujet, là aussi, très difficile pour ces collectivités, dans la mesure où, vous les voyez passer, il y a de bonnes années et de moins bonnes. Il y a des départements où les DMTO restent particulièrement dynamiques. On a vu la Savoie et la Haute-Savoie tout à l'heure, la Savoie qui fait la course en tête. C'est évidemment très très dynamique, quand d'autres sont à la baisse, sont à la peine, et que certains départements, je pense ici au Cantal ou à l'Allier, sont obligés de compter leurs sous pour savoir comment est-ce qu'ils vont réparer leur route. Et puis la région. Et donc, la région, les régions, notamment depuis 2016, avec cette réorganisation territoriale, où un certain nombre d'entre elles ont évolué dans leur enveloppe territoriale. C'est le cas ici en Auvergne-Rhône-Alpes, où en 2016, nous nous retrouvons dans une situation où l'Auvergne et Rhône-Alpes, ce qui n'était évidemment pas évident tout de suite, se retrouvent comme étant ce que je qualifie de circonscription administrative. Ça n'est ensuite qu'à la faveur des politiques qu'on met en œuvre, qu'on est en capacité de passer de cette circonscription administrative, et donc une théorie du trait posée depuis la centralité, jusqu'à ce moment où, par l'animation de politiques sur le territoire, au service des habitants, on est en capacité d'en faire ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un espace que l'on considère dans sa diversité, certes très grand, moi je mets plus de 5 heures pour aller de chez moi à Aurillac, mais en tous les cas qui est compris, qui est intégré aujourd'hui par les habitants comme un espace
qui fait sens dans son enveloppe. Les compétences de la collectivité régionale sont finalement assez proches des problématiques qui sont les vôtres, parce que l'aménagement du territoire est au cœur de chacune des décisions. Alors, je ne veux pas ici le dire de cette manière-là pour vous faire plaisir, égard vos propos liminaires, mais je crois qu'il n'y a pas d'intérêt dans nos mandats d'élus s'il n'y a pas cette volonté de l'aménagement du territoire. Comment est-ce que nous appréhendons ce qui nous est donné, sur lequel nous portons des politiques, au bénéfice de ceux qui y habitent et en se disant qu'il y a une trajectoire d'avenir? C'est précisément comme ça que nous appréhendons la collectivité régionale, plus encore sans doute que ce qui peut se faire sur les strates inférieures, parce que nous sommes à une échelle qui permet de porter de manière massive des politiques qui vont avoir une véritable influence sur la manière même avec laquelle le pays va pouvoir s'en trouver marqué. Voyez les mobilités. Lorsque nous parlons du train, eh bien, nous excluons de facto une grande partie de la population qui ne peut pas avoir accès au train sans avoir un premier kilomètre qui lui permet d'y accéder ou un dernier kilomètre qui lui permet de rejoindre sa destination. Et donc, il faut considérer l'ensemble des mobilités, ce que nous faisons du côté de la région, avec la place du train qui doit être évidemment prise en compte, et c'est pour nous un développement important avec, vous l'avez vu, ces dernières semaines, par exemple, l'achat de 10 rames, c'est pas moins de 160 millions d'euros. C'est aussi le développement de l'infrastructure et du réseau. C'est l'objet des SERM, les services express régionaux métropolitains. Nous en avons 6 en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire le quart des SERM du pays se retrouve ici sur notre territoire, avec évidemment une organisation autour des polarités que l'on constate déjà. Lyon, SERM, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Genève, Chambéry, Grenoble. Et c'est autour de ces SERM que nous développons nos infrastructures de transport, mais au sens large, avec toutes les mobilités, y compris ces mobilités douces, qui, chez nous, ne sont pas appréhendées par le prisme du dogme, mais tout simplement parce qu'elles contribuent aujourd'hui de la manière avec laquelle on se déplace sur le territoire, de la manière avec laquelle on doit aussi se tourner toujours plus vers les mobilités décarbonées. La deuxième dimension que je veux vous évoquer, et qui est dans notre champ de compétences, c'est évidemment la formation. Les centaines de lycées sur lesquels nous sommes engagés, et si je considère ici les établissements publics et privés, c'est 576 établissements sur notre territoire régional. C'est vous dire l'engagement que cela représente, l'importance aussi de pouvoir l'organiser sur le territoire. Faut-il investir dans ce lycée ou dans tel autre? Faut-il ici construire un lycée ou plutôt à tel autre endroit? Les dynamiques territoriales, là encore, impactent très fortement la manière avec laquelle nous allons aménager, développer et investir sur ces différents territoires, sur ces différents établissements. Ça, c'est plutôt la dimension matérielle des établissements et des lycées. L'autre dimension, c'est que formons-nous dans nos établissements? Que formons-nous? Quelles sont les filières sur lesquelles nous souhaitons aller? Quels sont les métiers vers lesquels nous souhaitons orienter ceux qui sont formés dans les établissements que nous soutenons? Et la carte des formations. On revient à la question de la carte encore. Et donc du territoire, cette carte des formations, comment est-ce qu'on souhaite l'organiser? On a fait le choix, en Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment d'être présent sur l'ensemble de nos établissements. Bon, vous avez vu que dans l'actualité, il y en a certains dont on se détourne parce qu'ils ont dépassé la bonne valeur de l'enseignement pour se tourner plutôt vers le dogme. On considère que ce n'est pas notre rôle, donc ils peuvent le faire, mais c'est sans nous. On ne veut pas être complices. Sinon, pour le reste, nous y sommes, évidemment, présents sur l'ensemble de nos établissements, avec une dimension particulière en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le fait d'avoir un plan spécifique et dédié que nous appelons ingénieurs et techniciens, et j'aime bien rajouter techniciennes, parce qu'en réalité, par ce truchement-là, par ce plan en particulier, sur les établissements de notre grand territoire, c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Clermont-Ferrand, c'est vrai sur l'ensemble de notre région, des établissements avec lesquels nous avons des partenariats particuliers qui nous permettent d'aller former, développer des compétences précisément sur ce qui est attendu par la dimension économique. On ne peut pas être la région qui s'enorgueillit de recevoir sur son territoire la moitié des projets de relocalisation industrielle du pays quand nous ne sommes pas en capacité d'apporter
les bras, les têtes et les jambes qui sont attendus par ces entreprises. Parce que sinon, à l'évidence, notre attractivité ne serait pas la même, elle serait amputée et nous ne saurions pas répondre des besoins de ces entreprises. Et donc ce plan qui est engagé sur une temporalité donnée, on a déjà 2 années de recul et on en a 3 devant nous, doit nous permettre de répondre de l'ensemble de ces besoins. On a aujourd'hui atteint 70% des objectifs que nous nous étions fixés, avec plusieurs milliers déjà d'étudiants qui sont désormais sur le marché de l'emploi. Et cette dimension ingénieur, technicien, technicienne, elle dit 2 choses importantes. Les métiers de la sphère technique sur lesquels nous avons paupérisé le pays doivent être retrouvés parce que nous en avons besoin dans l'acte de produire. Et donc, c'est pour ça que nous y sommes attachés. Et la deuxième dimension, c'est pour ça que je dis technicienne, avec cette idée de se dire que nous ne sommes pas dans un plan genré, mais plutôt dans un moment où on va chercher des compétences à la fois masculines et féminines, et que nos filières techniques ne sont pas enfermées uniquement vers les messieurs, et elles doivent être évidemment largement ouvertes. Derrière cette question de la formation, il faut rappeler aussi la diversité de nos établissements. Je parlais de public et de privé tout à l'heure. Vous savez que dans l'organisation du pays, les établissements agricoles ne sont pas appréhendés de la même manière que les autres établissements, que les autres lycées. On a cette chance aussi sur notre territoire régional d'avoir 118 établissements qui forment au métier de l'agriculture, là où aussi nous en avons grand besoin, puisque nous sommes la région qui installe le plus en France. Et donc, il faut là aussi que nous ayons des combattants dans notre besace pour ces métiers particuliers. Autre aspect de la formation qui a une véritable incidence sur la manière avec laquelle notre grand territoire peut avoir de l'attractivité, ce sont les métiers de la santé, les métiers du sanitaire et social, sur lesquels, comme pour toutes les régions d'ailleurs, nous avons des engagements auprès de l'État de développement et d'accompagnement de ces filières dans nos établissements et au service de notre territoire, avec, si j'ai envie de dire, une dimension peut-être supplémentaire, c'est l'engagement que nous avons ensuite de les accompagner dans le métier, notamment autour de la santé, où nous avons développé de l'accompagnement sur les investissements qui sont portés notamment sur les maisons de santé et les centres de santé, de l'accompagnement en investissement sur les investissements des hôpitaux. J'inaugurais un IRM il y a quelques jours seulement où nous avons financé la moitié de l'investissement. C'est dire si c'est important pour nous, parce qu'à un moment donné, quand ces établissements n'ont plus les moyens de réaliser les investissements nécessaires, ils finissent par perdre du service, ils finissent par perdre de l'attractivité, et au global, c'est le territoire qui perd de l'attractivité. Voilà pourquoi nous le faisons de cette manière-là. Désormais aussi le salariat des médecins, et puis un certain nombre d'éléments complémentaires qui contribuent à ce que nous soyons en capacité de venir mettre notamment les étudiants, les internes, dans les territoires, plutôt que de les laisser agglomérer sur les zones de métropole ou de grandes villes, ce qui, sinon, contribue à la désertification médicale que nous connaissons. Ce que nous faisons sur la santé, on le fait par extension sur les officines, sur les pharmacies, avec là aussi un plan d'accompagnement sur ces officines, que nous avons d'ailleurs élargi sur ce qui est actuellement en débat, qui a failli passer à la trappe au Sénat il y a 2 jours, qui s'appelle les annexes d'officines. Vous savez que c'est très encadré, heureusement d'ailleurs, cette manière avec laquelle on peut ouvrir ou permettre la transmission d'une pharmacie en fonction de la taille de la commune, nombre d'habitants. Désormais, sans revenir sur cette disposition-là, il y aura, et c'est déjà le cas par expérimentation, une possibilité d'installer des annexes d'officines, c'est-à-dire un établissement secondaire, pour faire simple, de la pharmacie principale ailleurs sur le territoire. Et donc, sur des territoires de moins de 2500 habitants, cette possibilité de disposer d'annexes. J'ai souhaité, de la même manière, que nous prolongions notre soutien sur les officines en direction des annexes, là toujours pour soutenir les territoires. Vous allez peut-être trouver ça original, mais au moment où je vous parle de santé, je veux aussi vous parler du maillage vétérinaire. Parce que quand on parle de territoire, il n'y en a qu'un.
Et quand on parle de santé, il n'y en a qu'une, c'est qualifié d'ailleurs par l'ensemble des professionnels de santé, et notamment la défense sanitaire aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule santé, la santé animale est toujours très proche de la santé humaine. Et donc, nous avons souhaité là aussi accompagner ces cabinets vétérinaires dans leurs implantations, leurs investissements, l'arrivée de professionnels dans ces cliniques vétérinaires, lorsqu'elles sont orientées vers la rurale, c'est-à-dire la canine, les chats, les chiens. Ce n'est pas tant notre problématique, parce que ça, on en trouve partout en ville et ça marche très bien sans nous. En revanche, la rurale, intervenir dans les fermes, c'est beaucoup plus difficile. C'est d'ailleurs un métier qui est plutôt différent de ce qui se passe dans la canine. Ce sont des investissements qui sont différents, sont aussi des rythmes de travail et des déplacements qui ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous sommes là aussi dans cet accompagnement. Et si je vous dis ça, c'est qu'en réalité, on fait un constat assez simple dans l'aménagement du territoire. Si nous perdons le cabinet vétérinaire, on perd assez vite des fermes. Et je vous ai dit combien l'élevage était important dans une région comme la nôtre. On perd des fermes. Et je dis souvent aux maires, il ne faut absolument pas perdre le cabinet vétérinaire, parce que sinon on va fermer l'école. C'est le prolongement naturel. On ferme le cabinet véto, on perd des fermes, on perd des familles, on ferme l'école. De la même manière, et je prolonge à peine plus loin la question de l'animal, les abattoirs, un autre champ de compétences sur lequel nous investissons beaucoup, avec cette volonté d'avoir un maillage, là encore, des outils d'abattage sur notre territoire. Parce que sans ça, on perd l'élevage. On ne peut pas plaider le bien-être animal et le fait qu'il faut aller se faire abattre proche. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin, c'est une réalité en tous les cas. Il faut qu'on ait des outils d'abattage qui soient au plus proche des lieux d'élevage. Et un outil d'abattage porcin n'est pas un outil d'abattage bovin. Et donc, il y a une carte que je qualifie de stratégique, de la manière avec laquelle nous avons des tonnages d'une typologie d'animaux qui provient d'un cercle dans lequel on considère que c'est normal. Et tout ça est très équilibré, parce qu'aujourd'hui, un investissement d'un abattoir, pour aller chercher son point d'équilibre, risque de se traduire par la conquête de marché opérée par un autre abattoir du territoire. Et comme il y a très peu de marge sur ces outils, dès que vous en développez un, vous pouvez en affaiblir un autre. C'est pour ça que je parle d'une stratégie particulière. J'étais avec Françoise Gatel mercredi, pour évoquer un certain nombre de sujets qui font la ruralité et de ce que je lui demandais d'avoir un regard équilibré sur le territoire, parce qu'il n'y a pas de ruralité s'il n'y a pas d'équilibre. Comme c'est son ministère, ça tombe bien. Et je lui ai parlé de ces questions-là d'abattoir, où je crois l'État n'a pas aujourd'hui assez de vision stratégique sur ce sujet, qui doit être aussi un sujet interrégional qui nous permet de regarder d'une frontière vers une autre. Ce n'est pas très grave qu'un animal franchisse une frontière régionale pour aller chercher un autre outil. Ça suppose que là, par contre, il y ait un regard national. Je ferme sur ce sujet, mais je voulais insister sur cette dynamique-là, parce que tout est lié dans cette question-là. Je vous ai parlé d'attractivité, je vous ai parlé d'industrie, je vous ai dit combien nous étions en avance et moteurs sur le sujet, avec cette volonté toujours de considérer que nous devons être des acteurs de la croissance de notre territoire, de la croissance économique de notre territoire, et je crois qu'il faut, dans les rôles qui sont les nôtres d'élus, affirmer que nous devons contribuer à ce que nous soyons en capacité de créer de la richesse sur nos territoires. Ce n'est pas un gros mot, bien au contraire, parce que sinon, si nous n'en créons pas, si nous ne permettons pas qu'il s'en crée, finalement, il y a moins de transactions, il y a moins d'affaires, et on assiste assez vite à des déséquilibres territoriaux. Cette question de l'économie sur nos territoires, c'est un de nos champs de compétences les plus importants à la région, avec la volonté de le faire de manière équilibrée, là encore, en respectant les points forts, les atouts de chacun des territoires, et de les accompagner dans le développement qui doit être les leurs. Recevoir de l'industrie sur un territoire suppose évidemment d'être attractif. Pour être attractif, il y a plusieurs éléments qu'il faut savoir réunir. Quand on parle aux acteurs de l'économie, ils nous demandent notamment trois choses.
La formation, j'y reviens pas, je vous en ai parlé déjà. La deuxième, c'est l'énergie. On peut s'enorgueillir d'être la première région de France de l'hydroélectricité, mais aussi du nucléaire. Et moi, j'aime beaucoup le nucléaire. Et là aussi, je crois qu'il faut dire les choses avec beaucoup de responsabilité. Si nous n'avions pas le nucléaire aujourd'hui dans notre pays, si nous n'avions pas le nucléaire dans notre région, je pense au Bugey, je pense aux Tricastins qui sont chez nous, eh bien, nous n'aurions pas les résultats que nous avons aujourd'hui. Et quand nous recevons des porteurs de projets, des investisseurs, notamment industriels, le fait de pouvoir leur promettre cette capacité à fournir de l'énergie est une dimension absolument essentielle. Là aussi, ça suppose d'avoir dépassé le dogme, parce qu'il faut assumer les positions. De la même manière qu'il faut savoir regarder devant nous et de se dire quelles sont les énergies que nous souhaitons développer sur nos territoires. J'ai signé une tribune pour soutenir le projet de Bugey. Et nous avons organisé des temps d'échange pour qu'il y ait des contributions citoyennes au débat public qui soient favorables. De la même manière que j'ai signé un engagement pour dire que dès après que la paire de PR de Bugey pourra être engagée, il faut qu'on regarde du côté du Tricastin ce qui se passe et dans quelle mesure nous pourrons être en capacité, là aussi, d'héberger un projet d'avenir du nucléaire sur ce territoire. L'hydroélectricité. Alors, vous avez vu qu'il y avait un peu de sujet parlementaire sur cette affaire en ce moment. Ça fait quand même quelques années que ça dure, avec des grandes incertitudes sur l'avenir des concessions hydroélectriques. C'est un sujet stratégique sur lequel il faut que nous ayons la plus grande attention, parce que d'abord c'est chez nous, et quand c'est chez nous c'est important, mais parce que le pays en a aussi grandement besoin. L'énergie hydroélectrique, c'est la meilleure manière de faire de l'énergie décarbonée. La deuxième, c'est le nucléaire. Mais l'hydroélectricité, avec ce patrimoine dont nous disposons, avec la diversité en plus d'hydroélectricité que nous avons sur notre territoire, je visitais les installations de la CNR ici à Pierre-Bénite il y a quelques semaines. C'est tout à fait complémentaire des barrages hydroélectriques que j'ai sur mon territoire, à Tignes ou à Beaufort par exemple, et que vous connaissez tous, qui sont d'ailleurs des marqueurs de nos paysages. Il faut continuer de développer cette hydroélectricité. On a encore de grandes possibilités de le faire, dans le respect évidemment de la gestion de l'eau, des cours d'eau et de la place de l'eau dans le milieu naturel, mais nous avons encore de la place sur l'hydroélectricité et il faut continuer de le faire. Notre région, c'est aussi celle qui héberge des grands stockages de gaz. Les stockages stratégiques de gaz du pays sont chez nous. Ça se sait peu, ça se situe dans l'Ain et à Étré précisément. Et nous avons là un stockage absolument remarquable de ce que nous venons remplir des cavités salines du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, septembre-octobre, et ensuite, la deuxième partie de l'année, c'est très saisonnalisé, la deuxième partie de l'année, ce gaz est libéré dans les conduites et vient irriguer l'ensemble du territoire français. Très intéressant d'ailleurs parce que ces cavités salines ont été créées par un procédé très original et c'est aujourd'hui une vraie chance pour nous de l'avoir. Mais c'est aussi un sujet sur lequel nous avons un regard porté loin devant sur l'avenir, compte tenu de ce que la région a fait sur l'hydrogène. Le développement de l'hydrogène, qui n'est pas une énergie mais un vecteur d'énergie, est absolument majeur et nous sommes regardés depuis Bruxelles de ce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes nous avons été en capacité de faire. D'abord sur la mobilité légère, par extension sur la mobilité lourde, les camions, les bus, les cars, et pour lesquels ça marche d'ailleurs très très bien aujourd'hui, et désormais sur l'industrie. Parce que la meilleure manière de décarboner l'industrie, lorsque c'est possible, c'est d'utiliser l'hydrogène. Et de nombreux projets sont tournés d'ailleurs dans cette direction et vont pouvoir se développer au fil de l'eau. Et de belles entreprises de notre région, je pense à Vicat au moment où je vous dis ça, où on est en capacité d'abord de faire de l'électrolyse sur le site, donc d'élaborer de l'hydrogène, qui ensuite va être mis au service de process qui sont des process très carbonés dans leur procédé original. Eh bien, avec l'hydrogène, on va pouvoir décarboner ces process. C'est une chance absolument énorme. Et pourquoi je vous dis ça après avoir vous parlé des traits ? C'est qu'on vient de conduire une expérimentation ici, dans l'Ain, qui nous permet de stocker de l'hydrogène dans ces cavités salines.
Et ça, c'est une avancée qui est absolument déterminante. Vous voyez, et tout le monde fait la gueule en France parce qu'on pense que rien ne va bien. En réalité, on a plein de choses très positives. Ça, c'est un sujet, par exemple, qui est très positif. C'est chez nous, et on en est évidemment très fiers. C'est important parce que stocker de l'hydrogène, stocker une source d'énergie, un vecteur d'énergie, c'est absolument majeur. On n'est pas capable de stocker l'électricité. Pas de manière durable, en tout cas. Vous voyez bien dans les voitures électriques, dès qu'il fait moins 6 degrés, vous en perdez 30 ou 40%, que les réserves sont forcément limitées de ce qu'on peut emporter. Ce n'est pas le cas de l'hydrogène. Et donc, avec ces stockages d'hydrogène qu'on sera capable de faire de manière tout à fait massive, avec un vecteur d'énergie qui reste stable, eh bien, ça veut dire qu'on a une capacité à distribuer de manière immédiate de l'énergie, en passant du vecteur à l'énergie, et avec des stockages très importants. Ça nous ouvre des champs absolument incroyables. Vous avez entendu parler de Safran ces dernières semaines, pour 2 raisons au moins. La première, c'est parce que le patron de Safran a dit qu'il se détournait d'un certain nombre de villes, celles dans lesquelles, en tous les cas, il n'y avait pas de volonté de développement économique et que, désormais, ces villes étaient au service du dogme. Donc, je les ai reçus il y a quelques jours pour leur dire, et c'est le deuxième sujet, combien nous les aimons en Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas dit Lyon, je n'ai pas dit la métropole, j'ai dit en Auvergne-Rhône-Alpes. Combien nous les aimons et combien nous ne sommes pas au service du dogme et par contre tournés vers la croissance et l'activité. Et je leur ai dit ça parce qu'en réalité, ils portent un très gros projet, qui est un projet sur les systèmes de freinage des avions, sans rentrer dans les détails. Et donc, ils me disent, l'endroit qui sera bon pour nous, je vous parlerai de foncier après, c'est celui où, évidemment, on pourra poser nos valises, mais c'est celui où on va pouvoir trouver du gaz et de l'énergie électrique. Je leur ai dit, bienvenue. Bienvenue. On va avoir une paire de PR dans le budget, donc vous aurez de l'énergie électrique. Et si vous voulez du gaz, vous allez pouvoir vous asseoir sur la réserve stratégique du pays. Donc, vous avez les 2 bonnes conditions qui vous permettent de venir jusqu'à chez nous. Ce n'est pas encore tout à fait gagné. Rendez-vous au Salon du Bourget le 18 juin prochain. Mais j'espère bien qu'on emportera le morceau. Si on emporte ce morceau aujourd'hui, c'est à la barbe des États-Unis, c'est à la barbe du Canada. Et parce qu'on a ces éléments-là, l'énergie, sujet absolument majeur. Quand je vous dis ça, je pense évidemment aussi à quelques énergies, je dirais, tournées vers l'avenir. Pas l'éolien, parce que je pense que ça n'est pas une réponse et ça n'est pas un élément qui va être à la faveur de nos territoires. Et j'ai de bonnes raisons de le penser, au-delà même des questions visuelles de ce que ça impacte nos paysages, mais aussi des incidences que ça peut avoir sur les animaux. Et ça, c'est les agriculteurs qui me le disent, donc je les crois. Donc je crois que ça n'est pas la solution. Sur le photovoltaïque, on a encore des champs, sans mauvais jeu de mots, à explorer de manière très forte, notamment sur nos toitures. Moi, je crois assez peu à la consommation de foncier uniquement sur ces questions électriques, parce que c'est une opportunité qui est sans doute court-termiste. Et puis, autour de la méthanisation, il s'est fait de nombreux projets ici en Auvergne-Rhône-Alpes. L'année dernière, c'est une vingtaine de projets qui se sont réalisés, notamment autour de la méthanisation agricole, c'est-à-dire récupérer les effluents d'élevage et les méthaniser, ce qui permet d'alimenter en électricité des territoires entiers et avec de beaux résultats économiques aussi au passage. Donc voilà, ce qu'on nous demande, un industriel, il nous demande de l'énergie. Vous avez compris, j'étais un peu long. On a beaucoup de réponses à leur apporter sur le sujet. La deuxième, je vous avais parlé de formation. La troisième chose qu'il nous demande, c'est du foncier. Et là, vous avez évidemment quelques sujets qui vous intéressent très, très particulièrement. On a fait quelques erreurs par le passé en France. D'abord, on a laissé filer du foncier stratégique. Parce que parfois, la première réponse qui se présente à nous, on pense que c'est la bonne. Il faut qu'on prenne de la hauteur sur les sujets. Tout n'est pas stratégique. Tout n'est pas une bonne nouvelle. Et tout sujet qui se présente à nous ne doit pas être dans une logique de coût qui fait qu'on va un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, sans avoir une vision d'ensemble de la manière avec laquelle on souhaite conduire notre foncier. Moi, je suis un farouche opposant, je vais finir par dire de climat et résilience, mais de ZAN en particulier, parce que zéro artificialisation nette, je considère que c'est une
disposition ruralicide, économicide. Économicide parce que si nous souhaitons développer de l'activité, il faut du foncier. Et si nous souhaitons développer de l'activité stratégique, il faut beaucoup de foncier. Je vais vous prendre un exemple. À Montpertuis, on est sur le territoire de Vichy Communauté. Il y avait une industrie stratégique de la munition. Évidemment, comme elle était très stratégique et que c'était de la défense, elle a été abandonnée. Sur ce site, on a 120 hectares. 120 hectares d'un seul tenant. Vous avez dans vos études sans doute beaucoup de foncier à vendre. Je ne suis pas sûr que vous soyez nombreux à avoir plusieurs fois 120 hectares d'un seul tenant. C'est tentant quand quelqu'un vient nous voir pour dire j'en aurais besoin 10 hectares ou 20 hectares pour un petit projet. C'est tentant de le vendre, évidemment. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dire que, compte tenu de la marche du monde, il y a un moment donné où on va avoir besoin de très grandes unités foncières pour recevoir ces fameuses grandes industries stratégiques qui cherchent à se poser quelque part dans le monde. On a là une pépite à Montpertuis avec ces 120 hectares. Et l'idée, c'est qu'avant de vendre le premier hectare, on va bien regarder comment les choses se passent. On va bien laisser traîner les oreilles partout pour entendre quels sont les bons projets dont on a besoin et qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir se distinguer parce qu'on aura su apporter cette réponse précise. Si on écoute zéro artificialisation nette, vous avez compris qu'en réalité, il va nous rester quelques poches aménageables et que pour le reste, on va considérer que tout ça doit être mis sous cloche. C'est évidemment une erreur. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création de valeur s'il n'y a pas de foncier qui peut être mis à disposition. Quand je dis que je suis contre ZAN, en réalité, moi j'aime beaucoup le foncier. Vous l'avez dit, je suis forestier de formation, donc j'ai les deux pieds qui sont au milieu des fougères et des chênes. En tout cas, j'aime le foncier de ce qu'il représente à tous égards. Et il ne doit pas être sacrifié. Il doit être protégé de ce qu'il peut nous donner de meilleur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 198 produits sous signe de qualité dans notre région. Un produit sous signe de qualité, c'est le croisement de deux choses. Du savoir-faire, c'est pour ça qu'on forme, et un terroir. Il n'y a pas de terroir sans foncier. Et donc, en même temps que je dis ZAN est une erreur, je dis qu'il ne faut pas consommer n'importe comment le foncier. Et donc, en réalité, l'idée, elle est assez simple, et vous en êtes les professionnels, c'est de se dire comment est-ce qu'on met du bon sens dans la manière avec laquelle on va utiliser le foncier. Comment les SCOT, comment les PLU peuvent, à un moment donné, être stratégiques de la manière avec laquelle on va utiliser le foncier. Je crois que c'est le meilleur moyen de l'utiliser durablement, de lui permettre de créer de la valeur et de le payer aussi, du coup, à bon prix. Parce que si on arrive à bien qualifier ce dont on a besoin et à quoi on souhaite l'utiliser, les élus ont un rôle, ce n'est pas les seuls, mais ils ont un rôle dans cette affaire, qui est un choix d'aménagement du territoire, précisément, eh bien, on va pouvoir payer à juste prix en fonction de ce qu'on a défini, de ce que ça doit devenir. Et là-dessus, nous avons besoin vraiment que vous puissiez nous éclairer aussi. Parce que vos chiffres, c'est un indicateur qui peut aller dans ce sens-là. Les dynamiques que vous connaissez, j'ai envie de dire, sous les plafonds de vos bureaux, de vos études, vous entendez des choses que nous n'entendons jamais. Et tout ça sous le sceau du secret, vous avez malgré tout des tendances que vous pouvez nous partager et qui peuvent nous influencer de la manière avec laquelle on peut porter de telle ou telle manière l'organisation du foncier. Donc ce foncier, c'est un sujet stratégique, c'est la base de l'aménagement du territoire. C'est la base de la maille avec laquelle on va pouvoir organiser depuis la plus petite commune jusqu'à la plus grande métropole. En face, une fois qu'on a ce support matière foncier, on met des politiques, on l'espère, le moins malhabiles, qui permettent de porter les projets et les trajectoires des territoires. Et c'est comme ça qu'on sera en capacité, je crois, de conduire quelques politiques d'avenir. Je voudrais, sans être trop long, parce que je l'ai déjà sans doute été, vous dire évidemment un mot des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Parce que c'est d'abord un très, très beau projet. C'est aussi une très, très grande fierté pour notre région que de pouvoir être engagé une nouvelle fois dans cette aventure. Je dis une nouvelle fois parce que ce qui quand même nous marque notre territoire, vu du monde entier, Grenoble, Chamonix, Albertville, désormais Alpes françaises,
c'est quand même une vraie histoire olympique des Jeux d'hiver sur notre territoire. Des Jeux d'hiver et de montagne, parce que la combinaison des deux est importante. Alpes françaises, c'est un bon choix. Ce n'est pas le choix de la simplicité, parce que même si nous nous entendons bien avec nos amis du Sud, le territoire est grand et que la culture est un peu différente. Mais c'est une véritable chance parce que, où que nous soyons dans le monde, tout le monde sait où sont les Alpes. Tout le monde sait où sont la France. Tout le monde sait où sont les Alpes françaises. C'est une véritable chance pour nous. Ça s'inscrit en plus dans des dynamiques de travail sur lesquelles nous sommes engagés à différents niveaux. Moi, j'ai la chance de coprésider avec le préfet du Sud le massif des Alpes. Vous savez, notre pays est décomposé en 7 massifs de montagnes. Le massif des Alpes, je considère que c'est le plus beau et celui qui peut donner le là à toute la montagne française. Je suis sûr que tout ça est très objectif. En tous les cas, aujourd'hui, on a cette politique du massif des Alpes qui existe, et donc on vient s'inscrire précisément sur le même territoire. Mais on a aussi, à l'échelle internationale, ce qu'on appelle la stratégie macro-régionale pour les Alpes, la SUERA. Et cette SUERA, elle est à l'échelle de cet État, 48 régions, et évidemment que c'est toute cette colonne-là des Alpes qui est concernée, et quand on vient inscrire les Alpes françaises, finalement, ça profite aussi à tout ce territoire. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand on regarde l'avenir des Jeux Olympiques tel qu'il se profile devant nous, là, tout de suite, nous allons avoir Milan-Cortina, massif des Alpes. On a une trajectoire à 2038 où les Suisses devraient pouvoir organiser les Jeux d'hiver. Massif des Alpes. Et donc, c'est dire combien le massif des Alpes, avec une lecture internationale, transfrontalière, va occuper une place majeure dans l'avenir. Et j'ai d'ailleurs engagé un tour de piste de des sites qui, dans le monde, sont en capacité durablement d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques. Organiser des Jeux olympiques et paralympiques, c'est pas juste dire super, c'est génial, on le fait chez nous, et une fois qu'on a terminé, on oublie. Parce que l'idée, c'est de faire des jeux vertueux. C'est d'associer les valeurs dans cette affaire. Pourquoi c'est bien chez nous? Parce qu'on a déjà beaucoup d'équipements qui existent. Pourquoi c'est bien à Salt Lake City? Parce qu'ils ont des équipements qui existent et qu'ils l'ont déjà fait. Pourquoi c'est bien à Cortina? Parce qu'ils avaient des équipements défectueux, certes, mais ils avaient des équipements et une culture olympique. On sait que au Japon, on est capable aussi d'avoir un site comme ça. Et en réalité, il y a durablement dans le monde entre 5, pour moi, peut-être jusqu'à 10, en tous les cas certainement pas plus, d'endroits dans lesquels nous sommes capables d'organiser durablement les Jeux Olympiques. Et je crois que ce qui nous honore, et je l'ai dit au CIO, qui s'est mis dans cette roue-là maintenant, il nous faut organiser ceux qui sont capables de le faire et dire que personne d'autre ne le fera. Parce qu'organiser des jeux vertueux, c'est ne pas engager une dépense de manière déraisonnable. Ça n'est pas manger justement du foncier, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a besoin sur un certain nombre de stratégies. C'est une erreur de vouloir laisser à penser qu'on pourrait aller faire des Jeux Olympiques dans des endroits où il n'y a plus de neige, où il ne fait pas froid. Et on a vu ces dernières années combien on a renvoyé des images absolument détestables qui ont dégradé l'image de la montagne, de ce qu'on voulait organiser des Jeux là où ils n'ont pas leur place. Et donc, il faut qu'on puisse avoir cette responsabilité de dire quelques territoires pourront le faire dans le monde, et c'est eux à qui on demande de s'organiser pour le faire à échéance, plutôt que de mettre tout le monde dans une espèce de compétition, de course à l'échalote qui coûte des milliards, et qui, ça, en revanche, c'est une erreur. Tout ça pour dire, 2030, c'est chez nous. Partagé entre le Nord et le Sud, avec ce que je qualifie vous ne le direz pas dans les Hautes-Alpes, hein, mais ce que je qualifie de mythique plutôt au Nord, et puis plutôt la glace au Sud. C'est en tous les cas une véritable chance, parce qu'on a des jeunes sportifs qui se préparent. Et pour eux, de pouvoir gagner les médailles à la maison, c'est toujours une victoire supplémentaire. Donc c'est une belle trajectoire. De pouvoir alimenter encore la culture olympique qui existe sur nos territoires, c'est une véritable chance aussi. On a vécu sur l'aire d'Albertville, en gros, pendant 30 ans. Il est temps de recycler notre énergie pour préparer les 30 prochaines années qui viennent. Il y a aussi l'image qu'on renvoie de notre territoire.
celle qui est capable de le faire. Ces belles images qu'on a su montrer d'ailleurs en 2023 sur les championnats du monde de ski, par exemple, où on a vu Méribel et Courchevel sous le meilleur jour, où on a reçu un public en masse, bien plus que sur d'autres compétitions de même ordre, parce qu'on avait justement, au-delà de la carte postale, aussi le territoire qui permettait de le faire. Donc ça permet d'alimenter tout ça. Et puis des jeux qui vont répondre, pour moi, qui vont s'inscrire dans 3 dimensions essentielles. La sobriété, je crois que je vous l'ai dit ici d'une certaine manière. L'éthique, parce qu'on a vu aussi que trop souvent, malheureusement, il y avait des affaires qui venaient polluer cette affaire. Eh bien, on va ici, on prend cet engagement très clair de jeu qui soit dans le plus grand respect. Et puis enfin, la gouvernance. Et la gouvernance, pour le coup, on réalise ici quelque chose d'original, justement, à l'échelle de ces 2 régions, de ces 4 clusters déployés sur le territoire des Alpes françaises, en proposant une gouvernance à part. On a installé une gouvernance qui n'existait pas avant. Alors, un COJO qui est installé ici chez nous, à Dessines, la Solidéo, Société de livraison des ouvrages, qui est installée à Marseille, évidemment un conseil d'administration, un bureau exécutif, ce qui n'existait pas dans les précédentes organisations de Jeux Olympiques, où on retrouve les 2 régions, le comité national olympique, le comité paralympique, l'État, 5 membres de ce bureau exécutif, et un comité des territoires. Et là aussi, c'est un sujet où on revient encore à parler des territoires. Moi, je considère que les Jeux de 2030 seront réussis, pour toutes les dimensions que j'ai évoquées déjà, mais surtout en se disant, si on en fait des beaux jeux au sens sportif, et si on est arrivé à en faire les Jeux des territoires. Les Jeux des territoires, c'est-à-dire parler avec les maires, c'est-à-dire parler avec les présidents de département, c'est-à-dire mettre en animation ceux qui vont recevoir à un moment donné chez eux, qui vont pouvoir pousser leur image à eux, une fois que ces Jeux seront terminés, pendant des années. Ça, ce sont des Jeux des territoires. Ce n'est pas juste un machin qu'on vient calquer à plat sur une station ou sur des stations, mais bien un projet qui sort du territoire, qui est voulu par le territoire et qui prépare l'avenir. Et puis des jeux, naturellement, qui permettront d'intégrer la dimension de bas carbone. Et là aussi, on a fait des démonstrations aujourd'hui qui permettent d'être très vertueux sur les mobilités, sur la manière avec laquelle on va construire aussi différemment de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc sur ces aspects-là, je n'ai pas d'inquiétude. Et de l'inclusion. Et pour moi, l'inclusion, elle a 2 dimensions. L'inclusion au sens de tous ces jeunes de nos territoires qui doivent se retrouver intégrés dans cette dynamique d'organisation des Jeux. Et puis, bien sûr, comme toujours, l'inclusion au service des personnes en situation de handicap, parce qu'il ne doit pas y avoir d'interdit de ces territoires de montagne, qui trop souvent ne sont pas possibles à être pratiqués. Eh bien, il faut qu'ils puissent l'être à la fois sur la période des Jeux, avec les sportifs para et avec ceux qui viennent les voir, mais plus durablement pour que nos territoires soient rendus plus accessibles. Voilà ce que je souhaitais vous partager ici ce matin, sans doute de manière un peu trop longue, mais avec quelques éléments qui jalonnent notre quotidien et animent les compétences de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie. Bien, écoutez, je vous remercie Merci à vous. Chaleureusement, Monsieur le Président, d'avoir été présent et nous avons été heureux de pouvoir vous écouter et d'avoir pu mettre en avant les richesses énergétiques, économiques et industrielles et demain olympiques de notre région. Avant que vous ne partiez, il y a une tradition à la Chambre. Chaque invité, on leur remet ce qu'on appelle un jeton de présence. Il faut savoir que jadis, pour inciter les notaires à assister à leur assemblée générale, on leur remettait un jeton de présence. Celui-ci est frappé du sceau de la Cour d'appel de Lyon. Je suis heureux de vous le transmettre et j'ai été très heureux de vous accueillir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.